L'orpaillage en Guyane est un exemple intéressant d'une pollution d'origine humaine, ici le mercure, car il permet de se rendre compte de l'influence d'un polluant sur 3 niveaux. L'écosystème, c'est-à-dire sur la faune et la flore et les interactions qu'il y a donc entre elles. Sur la population autochtone qui vit dans le milieu. Et sur les travailleurs dans le cadre de l'activité professionnelle et donc de la manipulation de ce contaminant. Pour comprendre l'influence du mercure, on peut se concentrer sur 2 axes, son cycle biogéochimique et son impact sur le milieu biologique. En ce qui concerne le premier aspect, son cycle biogéochimique, on va rechercher l'origine de la contamination environnementale ainsi que la transformation du polluant dans le milieu. La molécule va se transformer en fonction de la nature du milieu, c'est-à-dire en fonction des paramètres physico-chimiques ainsi que la présence possible de micro-organismes. En ce qui concerne le deuxième aspect, son impact sur le milieu biologique, on va rechercher la dangerosité du contaminant suivant sa forme chimique, ainsi que les voies d'exposition sur la faune notamment, c'est-à-dire est-ce que celle-ci est exposée par contact, par inhalation ou par ingestion. Puis également, on va rechercher tout ce qui est accumulation du polluant dans le milieu ou dans les organismes vivants. L'ensemble de ces données vont permettre de déterminer le risque couru. L'orpaillage en brai. L'activité d'orpaillage en Guyane a débuté courant le XIXe siècle et il a eu un regain d'intérêt au début des années 90 par la découverte par le BRGM de nouveaux sites miniers. Le mercure est utilisé par les orpailleurs pour récupérer les particules d'or les plus fines en phase finale de traitement des matériaux. C'est du mercure élémentaire qui est utilisé donc pour ceci. Et il est utilisé en tant qu'agent d'amalgamation sur une base de 1,5 kg de mercure élémentaire pour récolter 1 kg d'or. Donc, en absence de procédure de recyclage, ce qui est le cas dans les sites clandestins actuels, ainsi que ce qui s'est passé durant la ruée vers l'or dans les années 1880 jusqu'à 1930, donc la totalité du mercure qui est utilisé pour purifier l'or est rejeté dans l'environnement. Il y a environ 60% qui est rejeté sous forme liquide dans les résidus mineux, avec l'amalgame or-mercure, et 40% sous forme de vapeur dans l'atmosphère lors de brûlage de l'amalgame. Ainsi, donc, le mercure est rejeté soit directement lors de la création ou de la distillation de l'amalgame or-mercure, et soit indirectement lors donc de l'érosion ou du lessivage des sols lorsque l'orpailleur va récupérer en fait la matière brute à utiliser et à exploiter. Une vidéo sur la création et la distillation de l'amalgame or-mercure, ici en circuit fermé. Casa boa, O negócio de passou 10% de cada quilo daquele. ele foi crente há 30 anos, ele está com 50 anos. Quando saiu aquela ponte, aí ele tinha a casa bem na cabeceira da ponte. Aí foi melhor indenizado por ele. Foram 72 mil. Tá bom, fecha agora. Pour récupérer le mercure.
Faz uma chapezinha lá e aperta ali. Une vidéo sur l'érosion du sol lorsque les personnes vont récolter la matière brute pour l'extraction par la suite de l'or. Le devenir du mercure dans l'environnement. Ici, nous avons un schéma synthétique du cycle biogéochimique du mercure dans le cadre de l'orpaillage. Donc, en premier lieu, nous avons donc la création de l'amalgame or-mercure, et ensuite, pour isoler, purifier l'or, il va y avoir brûlage donc de ce mélange, et il va y avoir rejet dans l'atmosphère du mercure élémentaire. Il y a un deuxième aspect, donc le mercure élémentaire peut être rejeté dans l'environnement sur son aspect liquide avec l'amalgame or-mercure ou tout simplement mercure de façon liquide, ainsi qu'il va être également rejeté au niveau de l'érosion des sols pour récupérer la matière brute. L'ensemble de ce mercure élémentaire va s'oxyder par la suite en mercure inorganique ionisé, Hg2+. Donc ce mercure élémentaire ici et ce mercure ionisé va pouvoir subir d'autres transformations dans un autre milieu, ici dans un milieu aqueux, en présence donc d'une zone anoxique, c'est-à-dire sans oxygène et en présence de bactéries sulfato-réductrices. Ce mercure inorganique va se transformer en mercure organique, en mercure méthylé, qu'on appelle le méthylmercure. Ce méthylmercure peut s'accumuler dans les zones sédimentaires ou dans la colonne d'eau, et il s'accumule également donc dans les organismes par la suite. Ce méthylmercure est un composé très toxique. Le méthylmercure est une molécule bioaccumulable, c'est-à-dire qu'elle va s'accumuler dans les organismes vivants. Elle s'accumule également dans le milieu environnant. De plus, il y a un phénomène d'accroissance de ce méthylmercure au niveau de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire que plus on va augmenter dans les réseaux trophiques supérieurs, plus la dose de méthylmercure sera importante donc dans les chairs. On dit qu'il y a une bioamplification au niveau de la chaîne alimentaire. Le mercure est présent par le biais d'une contamination humaine, donc l'orpaillage, mais il est également présent sous forme naturelle dans le sol. Donc ici, au niveau du cycle biogéochimique, on va le retrouver sous trois formes principales, sous une forme inorganique, sous sa forme réduite élémentaire, ici, ou sous sa forme oxydée, Hg2+. Il va être également présent sous une forme organique et méthylée, c'est-à-dire CH3Hg.
Donc cette présence méthylée est due à la formation par des bactéries dans un milieu anoxique, sans présence d'oxygène et en présence de sa forme oxydée. Ici, nous avons le cycle biogéochimique du mercure de manière plus détaillée. Donc, je vous laisse prendre connaissance et l'étudier un peu plus en détail. Donc ici, nous avons une autre représentation visuelle du cycle et du stock du mercure dans le bassin guyanais. Donc ici, en premier lieu, nous avons l'origine de la pollution au mercure. Donc dans notre cadre, nous avons vu l'orpaillage avec rejet, s'il n'est pas recyclé, rejet du mercure liquide après amalgame de mercure-or, ou rejet donc du mercure sous sa forme élémentaire après chauffage pour purification de l'or. Celui-ci, par la suite, donc peut s'oxyder et revenir donc au niveau des sols par l'intermédiaire de pluie et d'aérosols. Donc, nous avons d'autres activités humaines qui peuvent entraîner donc un lessivage des sols et un rejet du mercure, donc au niveau de l'agriculture, un défrichage, au niveau de la déforestation pour récupérer le bois, mais aussi lors de construction, notamment de barrages et autres. Ça engendre un lessivage des sols et un rejet de ce mercure qui a été stocké donc dans les sols. Le mercure est également présent dans les sols de manière naturelle puisque cette région est un fort passif volcanique et il y a eu accumulation de ce mercure dans les sols. Donc l'ensemble de ce mercure qui a été rejeté dans la rivière va se retrouver par exemple au niveau d'un barrage ou de sources un peu plus stagnante et d'autres processus de transformation vont intervenir. Donc notamment donc lorsqu'il y a une colonne d'eau, il y a deux aspects de transformation qui vont se réaliser. Lorsque la colonne d'eau est supérieure à 5 mètres jusqu'à donc d'autres profondeurs, lorsqu'il est 32 mètres ou 35 mètres, donc dans le cadre de barrage, et il va y avoir donc cette zone qui va être sans oxygène. Donc une zone sans oxygène en présence de mercure inorganique, Hg2+, et en présence de bactéries sulfato-réductrices, celui-ci va se transformer en mercure organique méthylé en méthylmercure, qui est une molécule qui s'accumule dans les sédiments et dans les organismes. L'ensemble de ces composés va s'accumuler dans les poissons, les invertébrés, et va s'amplifier donc au fur et à mesure de la chaîne alimentaire et donc intoxiquer de plus en plus de manière croissante les consommateurs secondaires et finaux. Donc l'ensemble de cette eau peut également donc être rejetée donc par la suite dans le cours d'eau et intoxiquer donc le cours d'eau suivant. Les voies de contamination et le niveau d'imprégnation. L'écosystème est constitué de la faune et de la flore et ce sont ces organismes qui vont être en contact du polluant. Si l'on se concentre sur la faune, ce sera la diversité animale qui va être exposée à la contamination et principalement par voie alimentaire. Donc principalement par les végétaux contaminés pour les consommateurs primaires et par les proies contaminées pour les consommateurs secondaires, c'est-à-dire les prédateurs. Cette exposition est chronique, c'est-à-dire qu'elle est continue dans le temps à petite dose, et il y a un phénomène de bioaccumulation, c'est-à-dire dans les organismes il y a accumulation de ce polluant, et de bioamplification, puisqu'au niveau de la chaîne alimentaire, il y a accroissement de la contamination au niveau des individus. Donc cette vignette représente la biomagnification du méthylmercure dans un écosystème aquatique. Qu'est-ce que la biomagnification? C'est un autre terme pour désigner une bioamplification d'une contamination, notamment dans la chaîne alimentaire, dans les réseaux trophiques. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Ici, nous avons en premier lieu une intoxication des végétaux.
Ces végétaux seront consommés par des consommateurs primaires et donc il y aura une augmentation de la concentration du contaminant. Donc quelques poissons ici qui sont pêchés de manière importante par la population autochtone, elles contribuent fortement à l'exposition du méthylmercure des populations autochtones. Ces poissons détritivores ne sont pas fortement concentrés en méthylmercure, ils sont modérément intoxiqués, et comme ils sont consommés fortement par la population, eh bien il y a une intoxication donc importante par le biais de ces poissons-là. Donc ici, d'autres poissons, ce sont des consommateurs secondaires, car ce sont des carnassiers. Ils mangent en fait les consommateurs primaires. Donc ceux-ci contribuent également à l'exposition des populations autochtones du méthylmercure, car ils sont pêchés donc assez souvent. Donc ils sont beaucoup plus intoxiqués au méthylmercure que les consommateurs primaires, mais comme ils ont une intoxication plus importante, ils contribuent aussi fortement à l'exposition au méthylmercure des populations autochtones. Donc ensuite, les consommateurs secondaires peuvent être mangés par d'autres types de consommateurs qui sont encore plus hauts dans la chaîne alimentaire et également donc les hommes par la pêche. Donc nous avons fait une première approche de l'exposition humaine juste avant. Quelles sont-elles? Donc l'exposition humaine, c'est la population locale, les habitants, la population guyanaise et la population du bassin amazonien. Et la voie d'exposition est principalement alimentaire par la consommation des produits de la pêche. Cette exposition est chronique car elle dure dans le temps et elle est renouvelée continuellement à petite dose, si on peut dire ça comme ça. Nous avons un autre type d'exposition au niveau humain, c'est le type professionnel, c'est-à-dire les chercheurs d'or, le personnel impliqué dans le raffinage du métal, donc au niveau des comptoirs d'or et de bijouterie. Et la voie d'exposition est principalement aérienne par l'inhalation du mercure élémentaire de l'amalgame or-mercure. L'exposition est aiguë, c'est-à-dire qu'elle est à forte concentration, donc durant un bref instant, et elle est également chronique parce qu'elle est renouvelée dans le temps par les travailleurs. Toxicité du mercure et écotoxicité. Donc ici, on va se concentrer dans un premier temps sur la toxicité du mercure à l'état gazeux, c'est-à-dire dans le cadre d'une toxicité professionnelle. Donc nous avons les symptômes de toxicité aiguë qui sont une fièvre, des toux, la bronchite, des difficultés à respirer et une sensation d'oppression. Dans le cadre de toxicité chronique, on souligne des tremblements, une hyperactivité de certains organes, une inflammation des gencives, une salivation et un goût de métal. Qu'est-ce qui se passe en fait au niveau de l'organisme? Il y a 80% du mercure élémentaire qui est absorbé au niveau des poumons. Donc une partie est transformée en mercure inorganique Hg2+, mais le mercure élémentaire est beaucoup plus toxique que le mercure inorganique parce qu'il a plus de facilité à passer les membranes et donc il a une toxicité plus grande au niveau du système nerveux central. Donc l'ensemble de ce mercure est à 52% éliminé au niveau rénal et à 42% éliminé au niveau fécal, mais on retrouve ce mercure qui peut séjourner pendant une très longue période au niveau de divers tissus. Dans un deuxième temps, nous allons voir la toxicité du méthylmercure, donc le mercure sous sa forme organique et méthylée, et qui est exposé par ingestion, c'est-à-dire par le biais de l'alimentation. Donc la toxicité, qu'elle soit aiguë ou chronique, agit sur le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau. Et dans le cadre de toxicité chronique, on voit différents symptômes apparaître, comme la paresthésie, c'est-à-dire qu'il y a des troubles non douloureux de la sensation, par fourmillement, picotement,
puis ensuite vient les troubles de la coordination des mouvements, puis une déficience également auditive et visuelle, bien sûr accompagnée donc de l'ensemble des lésions du système nerveux central. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau de l'organisme? En fait, 90% du méthylmercure est absorbé au niveau du tube digestif. Celui-ci passe la barrière hématocéphalique, c'est-à-dire qu'il atteint le système nerveux central, le cerveau. Il passe également la barrière hématoplacentaire, c'est-à-dire qu'il peut contaminer donc, le fœtus. Il agit sur le système nerveux central, le cerveau comme pour les individus adultes, et il agit également au niveau rénal. Donc, l'élimination de ce méthylmercure donc, se fait à 90% fécal et 10% rénal. Ici, j'ai rajouté la toxicité du mercure inorganique, le mercure ionisé Hg2+, ou Hg+, puisqu'on a vu qu'il était présent au niveau du milieu aqueux. Donc la toxicité aiguë, nous avons des brûlures de la cavité buccale, de la nausée et des vomissements. Et en toxicité chronique, des troubles de la production d'urine, avec soit une augmentation de la production d'urine de façon anormale, soit un arrêt total de la production d'urine, et soit donc une maladie, si c'est dans le cadre donc d'intoxication des enfants, une maladie infantile. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'organisme? On a une absorption essentiellement de 10% et qui est différente en fonction des organes. Le mercure ionisé a de faibles possibilités d'atteindre le système nerveux qui est limité donc au passage de la membrane hématocéphalique. Donc il atteint très faiblement le système nerveux. Et l'élimination donc de ce contaminant est à 60% au niveau rénal, donc on peut comprendre pourquoi il y a des problèmes au niveau de la production d'urine, et 40% au niveau fécal. Les indicateurs biologiques pour surveiller le niveau d'exposition. On mesure le niveau d'exposition du polluant par le biais d'une biosurveillance. La biosurveillance correspond à la mesure de la concentration du polluant au sein du matériel biologique ou la mesure de ses métabolites au sein du matériel biologique. Donc, qu'est-ce qu'un métabolite? Donc, lorsqu'un individu est exposé à un polluant, celui-ci va pénétrer dans l'organisme. L'organisme va se défendre en déclenchant un processus de détoxification pour rendre le contaminant initial moins toxique et plus facilement excrétable. Donc, ce polluant va subir des modifications et c'est ces modifications qui vont engendrer des molécules nouvelles qu'on va appeler métabolites. Donc, le matériel biologique, quel est-il? Il peut être des fluides corporels comme le sang, le sérum, le lait maternel, l'urine. Cela peut être également des organes ou des phanères. Donc, pour exemple, dans notre cas de l'orpaillage et du mercure et d'intoxication au mercure, donc dans les populations autochtones, ce sera les cheveux qui vont être pris comme matériel biologique. Donc, soit on va mesurer le polluant directement dans le matériel biologique, soit on va mesurer des marqueurs biologiques que l'on appelle également biomarqueurs. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un biomarqueur? C'est une molécule qui est naturellement présente dans l'organisme d'un individu et qui, en présence de polluants lors d'une exposition à une pollution, eh bien, elle sera donc à une plus grande concentration ou à une plus faible concentration. Elle reflète le métabolisme, c'est-à-dire le fonctionnement physiologique de l'individu. Comment choisir le matériel biologique ou le marqueur? Donc cela va être en fonction de plusieurs paramètres, notamment la nature du polluant. Ensuite, le niveau d'exposition et également sur la nature du prélèvement, c'est-à-dire que quel type de prélèvement allons faire. Dans le cadre de notre exemple, les marqueurs et biomarqueurs utilisés seront le mercure et le méthylmercure, ainsi que la créatinine.
Pour le matériel biologique utilisé chez l'homme ou chez l'animal, ce sera dans un premier temps certains fluides corporels tels que l'urine et le sang, et également les cheveux, donc ça principalement chez les humains, mais également donc des organes. Donc les organes pourront être prélevés aussi chez les animaux. Dans le cadre d'une intoxication au méthylmercure des populations autochtones, le matériel biologique qui sera utilisé sera le cheveu. Pourquoi le cheveu? Car il va refléter une accumulation du polluant au cours du temps, et donc il va être le reflet chronologique de l'intoxication de l'individu. Dans ce cadre-là, on va rechercher le mercure directement dans le cheveu. On peut opposer cela à ce que l'on a vu antérieurement, à l'intoxication au mercure élémentaire gazeux, dans le cadre d'une intoxication aiguë et à court terme. Donc, dans ce cadre-là, on va plutôt rechercher un marqueur qui va refléter une exposition rapide et à court terme. Ce qui a été choisi, c'était la créatinine. Donc, si l'on revient à notre cas de la concentration de mercure dans le cheveu, ici nous avons une vignette qui synthétise les symptômes nerveux en fonction de la concentration de mercure dans le cheveu. Donc, dans le cadre d'une valeur d'environ 10 microgrammes de mercure par gramme de cheveux, on va avoir des altérations fines de la fonction visuelle et de la fonction motrice. Ceux-ci vont être mesurés par des tests neurologiques et neurophysiologiques. Lorsque la concentration augmente, 20 microgrammes par gramme, des troubles de coordination vont apparaître et on va les mesurer par des tests neurologiques. Puis vient la paresthésie, c'est-à-dire des troubles de la sensation donc non douloureuse, des picotements, des fourmillements. Donc là, dès 50 microgrammes par gramme. Donc supérieur à 100 microgrammes par gramme dans les cheveux, on va voir donc les symptômes de la maladie de Minamata. Donc pour remarque, la valeur d'imprégnation capillaire maximale qui est recommandée par l'OMS est tout de même de 10 microgrammes par gramme de cheveux. Donc c'est-à-dire à ce niveau-là. Une vidéo de Minamata et l'origine historique de cette pollution environnementale et catastrophe sanitaire. Minamata constitue un modèle, si on peut appeler ça comme ça, d'exposition chronique au méthylmercure à forte dose, qui est consécutive à des rejets fluviaux de métaux lourds, dont le mercure métallique, qui est d'origine industrielle. On a retrouvé jusqu'à 700 microgrammes par gramme de mercure dans les cheveux chez des personnes.